Elle se pose une question qui est la suivante. Donc, peut-on mentir? Alors, c'est évidemment une question à la fois classique et tout à fait importante. Peut-on mentir si c'est pour un plus grand bien? On aurait d'ailleurs aussi bien pu formuler de la manière suivante. On aurait pu dire, au fond, peut-on mentir si c'est pour éviter un mal plus grand? Ou peut-on mentir pour un moindre mal? Donc, au fond, il y a l'idée derrière la question, l'idée que, au fond, la vérité, c'est-à-dire la révélation de la vérité, d'une vérité, finalement, pourrait, dans telle ou telle circonstance, qui reste à définir évidemment, dans telle ou telle circonstance, au fond, produire un mal qui serait un mal plus grand que le mensonge lui-même. Et donc il y a cette idée que, au fond, la vérité pourrait produire un malheur plus important finalement que le mal moral représenté par le mensonge lui-même. Bon, donc on a là un sujet qui est un sujet assez classique, qui me rappelle mes jeunes années de dissertation de philosophie. Ça ne me rajeunit pas. Et on peut en faire un développement qui est un développement académique évidemment, mais c'est pas ce que je ferai. Vous le verrez dans ce que j'ai essayé de réfléchir pour vous ce soir et d'écrire. Je vais donc plutôt essayer en effet, comme tu disais, d'un peu déplacer la question. Et de montrer qu'en réalité les choses sont peut-être plus compliquées encore que ça. La déplacer parce que d'abord le sujet tel qu'il est proposé suppose d'emblée finalement un jugement moral sur le mensonge. Il y a cette idée d'emblée au fond que le mensonge ce serait mal. Bon. Alors après on va s'arranger, on va dire bon c'est mal mais ça peut être un moindre mal. Peut-être qu'il y a des circonstances qui peuvent permettre que, etc. Mais ça n'empêche absolument pas l'idée que le principe fondamental, c'est que mentir en soi, le mensonge en tant que tel, au fond, ne peut pas être situé du côté des vertus, ne pourrait pas être classé dans un registre des vertus. On verrait difficilement mettre, si vous faisiez une espèce de catalogue des vertus, mettre le mensonge parmi les vertus, et donc il y a cette idée a priori que le mensonge est un mal moral en tant que tel. Ça c'est les circonstances évidemment qui peuvent permettre de penser que ce mal moral peut être transgressé, je vais y venir dans un moment quand même, elles sont diverses. Par exemple, c'est la question du diagnostic, c'est-à-dire au fond le médecin est-ce qu'il doit, est-ce qu'il peut, comment, dans telle ou telle circonstance, dire la vérité à son patient? Est-ce qu'il doit toujours dire la vérité à son patient? Et donc, vous voyez, dans l'éthique médicale, effectivement, se réfléchit la question de savoir si, après tout, il faut pas tout à dire, en dire un peu, ou pas du tout, ou toutes, etc. Bon. Mais ça n'empêche pas du tout l'idée d'un mensonge qualifié de mal moral en soi. Bon. Comme vous le savez peut-être et comme tu l'as rappelé, le problème qui est le mien, c'est que j'enseigne et j'exerce la psychanalyse, et j'enseigne l'éthique dans une faculté de théologie, par ailleurs, mais l'enseignement et l'exercice de la psychanalyse, ça me conduit un peu ailleurs quand même que ça. Et en tout cas, ça a pour effet de déplacer quand même de manière assez importante le problème. En tout cas, ça a pour effet, et je viendrai dans un moment, de ne pas considérer tout de suite que le mensonge serait un mal moral. En tout cas, il y a quelque chose qui suspend un petit peu. Ou en tout cas, ça conduit à penser que les relations entre la vérité et le mensonge sont des vérités beaucoup plus complexes et beaucoup plus imbriquées qu'un simple rapport d'opposition. Avec l'idée qu'il y aurait seulement d'un côté la vérité, de l'autre côté le mensonge, et puis il y aurait une espèce de rapport frontal entre ces deux réalités. Il y a quelque chose sans doute de beaucoup plus intriqué. Et au fond, ça signifie que quand on s'intéresse, quand on interroge la question du mensonge en tant que tel, du même coup, on interroge aussi la question de la vérité. C'est-à-dire, au fond, après tout, on peut le dire ici chez les dominicains, je viendrai pour les dominicains tout à l'heure, c'est un autre chapitre. Mais
au fond, c'est quand même la question de Pilate. La question de Pilate, c'est quand même de savoir qu'est-ce que c'est la vérité, qu'est-ce que la vérité. Et vous voyez que Pilate, c'est celui qui... C'est une question profondément... Je ne dis pas que Pilate est chrétien, mais c'est une question profondément chrétienne, au fond. C'est-à-dire que c'est une question qui consiste à dire que la vérité en tant que telle doit devenir une question. C'est-à-dire qu'elle doit devenir ce qui ne va pas de soi. C'est-à-dire qu'il faut se demander qu'est-ce que c'est la vérité. Et donc il faut rendre problématique la vérité. Vous voyez, donc c'est pas seulement la question du mensonge. Mensonge, comment, etc. Puis la vérité c'est simple. La vérité c'est compliqué. C'est ça que ça veut dire. Et c'est compliqué autant, peut-être même plus, que le mensonge en tant que tel, et que donc il faut cesser d'opposer le mensonge et la vérité, peut-être au nom même de cette question de Pilate, qu'est-ce que la vérité. Bon, vous voyez, dans ce même évangile de Jean, le Christ dit je suis la vérité, c'est évidemment intéressant, je suis la vérité, egoémi, et au fond c'est pas du tout la même chose de dire je suis la vérité et puis je dis la vérité. Au fond, dans le texte il dit qu'il est la vérité, ce qui n'est pas du tout pareil en réalité. Enfin, on en viendra peut-être, on va en discuter ça tout à l'heure. Alors, mais on peut partir quand même, parce que je ne veux pas non plus y échapper, on peut partir de la question classique qui fait que le problème du mensonge, donc dans sa corrélation au problème de la vérité, a été traité en effet la plupart du temps par la philosophie, c'est pas d'aujourd'hui, mais aussi par la théologie, a été traité comme une question morale. Et donc c'est vrai que cette question du mensonge, le problème moral du mensonge, c'est un problème qui a, qu'est-ce qu'il faut dire, beaucoup occupé en réalité la philosophie et encore plus la théologie depuis les pères d'Église. Depuis les pères d'Église, c'est-à-dire depuis au fond le départ en réalité, la théologie s'intéresse à cette question et se pose la question du mensonge. Alors on s'en occupait pour quelle raison? On s'en occupait parce que sans doute que la capacité de mentir, c'est-à-dire le pouvoir de mentir, est un pouvoir proprement humain. C'est-à dire qu'il y a quelque chose qui se trouve attaché à l'humanité, qui est la possibilité pour l'être humain de masquer quelque chose de la vérité. Et ça, c'est un fait de langage. C'est-à-dire, au fond, et ça, c'est pour cette raison, en réalité, que l'être humain est un être de langage. C'est parce qu'il est un être de langage qu'en réalité, l'être humain a cette possibilité propre à son espèce, qui est de mentir. On pourrait dire que l'animal, d'une certaine manière, connaît la ruse. C'est-à-dire que, on peut dire que l'animal connaît la feinte. On a des tas d'exemples. Bon. Mais l'animal ne connaît pas, on peut dire, la feinte de la feinte. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas quelque chose qui est en réalité quelque chose de beaucoup plus subtil que ça, qui est cette façon particulière qu'a l'être humain de pouvoir penser une chose et en dire une autre. De pouvoir masquer la vérité d'une façon tout à fait particulière. Donc le mensonge, sans doute, c'est une expérience qui accompagne en réalité l'humanité depuis le départ. C'est-à-dire, au fond, on peut tout à fait imaginer et penser que depuis qu'il y a l'être humain a tout de suite su qu'il pouvait faire quelque chose d'autre de la vérité. Alors, bon, on comprend du coup que, évidemment, les philosophes et les théologiens s'en soient beaucoup occupés. On trouve, par exemple, des développements extrêmement intéressants, comme vous savez, par exemple chez Augustin. Augustin a écrit un ouvrage qui s'appelle De mendatio, du mensonge, un ouvrage entièrement consacré au mensonge. D'ailleurs, vous pouvez le trouver si vous voulez lire ce petit ouvrage d'Augustin. C'est un livre qui a été republié, on pourrait dire, il y a peu par les éditions de Lerne, qui ont publié. Je voulais amener, et puis dans la précipitation, j'ai oublié les livres que je voulais amener. D'édition de Lerne, qui a donc, dans une petite collection, en 2010, donc il y a
il y a quelques années, donc ce petit livre d'Augustin sur le mensonge a été publié, et chez Augustin, on trouve en réalité une analyse extrêmement profilée, extrêmement affinée de la question du mensonge. Augustin est sans doute le premier qui, en théologie chrétienne, ça avait été traité avant, en théologie chrétienne, est sans doute le premier qui, d'une certaine façon, développe une interprétation, une compréhension du mensonge, et du coup de la question de la vérité, de façon très problématisée, dans un rapport, j'y viendrai, qui n'est pas du tout étranger à la psychanalyse. Augustin, il pose évidemment les questions classiques. La question classique que se pose Augustin, c'est de savoir est-ce qu'on a le droit de mentir? Et puis il se pose la question chrétienne. Là, il se pose la question est-ce que le chrétien a le droit de mentir? Donc, au fond, Augustin, il prend de front la question centrale, et puis il va vers les questions plus complexes, vous voyez, d'une certaine casuistique. C'est-à-dire, au fond, est-ce qu'il n'existe pas des circonstances où le mensonge, comme je vous le disais au début de mon intervention, où le mensonge permet d'éviter un mal qui serait un mal plus grave. Et donc, Augustin donne toute une série d'éléments. Par exemple, je vous en dis quelques-uns, parce qu'au fond, ils sont intéressants. Par exemple, il donne d'abord une définition du mensonge, une définition qui consiste à dire, d'un point de vue moral, que le mensonge, c'est cette définition qu'il donne, au fond. Le menteur est celui qui a un cœur double. Un cœur double, comme le dit la Bible. C'est-à-dire qu'il dit une chose, et puis on pense une autre. Et donc on a là une définition relativement classique du mensonge. C'est-à-dire que le menteur d'Augustin, c'est celui qui organise en lui-même une sorte de, qu'est-ce qu'il veut dire, de division. Il est comme scindé entre ce qu'il dit lui-même et puis ce qu'il sait ou ce qu'il pense lui-même. Et donc, ce qui fait le mensonge, et ça c'est une précision extrêmement importante chez Augustin, c'est pas du tout comme on pourrait j'y viendrai, c'est un point tout à fait important. C'est pas du tout pour lui, le mensonge n'est pas constitué par Augustin par le fait qu'une chose soit vraie ou fausse. C'est pas ça qui fait le mensonge. C'est-à-dire, c'est pas le fait qu'un contenu lui-même, vous délivreriez une information, un savoir en tant que tel serait un savoir qui serait véridique ou erroné. Mais ce qui fait le mensonge, c'est la volonté de tromper l'autre. Ce qui n'est pas pareil. C'est-à-dire, au fond, Augustin a tout de suite compris qu'en réalité, le mensonge n'était pas lié, à ce qui était dit en tant que tel, mais à la façon dont on se servait de ce qui était dit. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc, c'est ce qu'il appelle, lui, dans son vocabulaire, ce qu'il appelle la voluntas faliendi, c'est-à-dire la volonté de fourvoyer l'autre, la volonté d'égarer, de tromper. C'est ça qui fait le mensonge en tant que tel. Et alors, à partir de là, en effet, il y a toute une casuistique, mais sur le fond, on a là, vous voyez, déjà avec Augustin, dans un premier moment, on a déjà, au fond, des distinctions qui sont des distinctions extrêmement importantes, extrêmement fines sur le plan anthropologique, notamment, c'est-à-dire, notamment, je le répète encore, le fait que Augustin attribue le mensonge non à la chose dite en elle-même, mais il attribue le mensonge à ce qu'il appelle, une sorte de disposition, c'est-à-dire la disposition intérieure, c'est-à-dire au fond, c'est-à-dire que c'est la façon dont quelqu'un se tient dans ce qu'il dit, qui fait le mensonge, et non pas dans ce qu'il dit lui-même, dans ce qui est dit en tant que tel. Alors ça, Augustin, il a toute une série de façons, pour exprimer cela, je dirais. Par exemple, au fond, il va dire que ce qui fait le mensonge, c'est la disposition de l'âme.
C'est intéressant. Hein. Ou alors, il va dire, une autre expression qu'on trouve chez Augustin, il va dire que ce qui fait le mensonge, c'est la bouche du cœur. Alors c'est intéressant, la bouche du cœur comme expression, parce qu'au fond, le mensonge, c'est pas la bouche seulement. Hein, c'est pas ce qui est dit en tant que tel, je dirais, c'est pas le fait que la bouche mente, le mensonge pour lui, mais c'est le fait que mente la bouche du cœur, c'est-à-dire la source même de ce qui est dit. Hein, vous voyez, au fond, l'origine de ce qui est dit en tant que tel, je dirais, et donc ça veut dire, c'est comme ça qu'Augustin va le dire, je le cite ici, hein, il va dire qu'au fond, on peut mentir en disant la vérité. Vous voyez, donc déjà, vous voyez comme déjà ça se complexifie. Hein, c'est-à-dire qu'on ne ment pas seulement en disant des choses fausses. Hein, on peut tout à fait mentir en disant la vérité. Par exemple, c'est l'exemple qu'Augustin va prendre, il va dire, au fond, quelqu'un qui pense qu'une chose est fausse et qui veut la faire apparaître pour vraie aux yeux des autres. Et puis cette chose, elle est vraie, c'est-à-dire lui se trompe. Il s'est trompé, c'est-à-dire qu'il voulait la faire passer pour... Enfin, il pensait qu'elle était fausse et puis il veut la faire passer pour vraie, et puis en effet elle est vraie. Au fond, Augustin va dire c'est un menteur. Alors que cette chose est vraie. Donc on pourrait dire, mais si elle est vraie, alors du coup il ment pas en réalité. Mais il ment quand même. Il ment quand même parce que le mensonge n'est pas du tout lié au fait que la chose soit vraie. Le mensonge est lié au fait que lui, il voulait tromper. C'est-à-dire, lui, au fond, le mensonge est lié au fait que la disposition de l'âme, comme dit Augustin, c'est-à-dire, au fond, que le mensonge est constitué par la source de ce qu'on dit, hein, et non pas par ce qu'on dit en tant que tel. Alors ça, c'est évidemment tout à fait important, parce qu'au fond, vous voyez, il y a déjà cette idée ici, qui complexifie le rapport entre le mensonge et la vérité, que le mensonge, c'est pas dire des choses fausses, toujours. Que le mensonge peut tout à fait être lié au fait qu'on dit des choses vraies, mais que les choses vraies en tant que telles, en réalité, constituent quelque chose de l'ordre du mensonge. Alors, bon, évidemment, on pourrait le reprendre de toute une série de façons, je dirais. Mais en tout cas, si on devait le dire dans des termes beaucoup plus contemporains, enfin, de la linguistique contemporaine, on pourrait dire récente, on pourrait dire que finalement, Augustin, c'est celui qui fait déjà la différence entre l'énoncé et le sujet de l'énonciation. C'est-à-dire que, au fond, l'énoncé peut être vrai, mais au fond, ce qui fait le mensonge, c'est si le sujet de l'énonciation est lui faux. C'est-à-dire, si au fond, finalement, c'est celui qui se tient de façon fausse dans une parole vraie. C'est ça, tout en jeu. C'est ça qu'il veut dire, Augustin. Et donc là, on a évidemment quelque chose qui est tout à fait important, parce qu'au fond, ça signifie par exemple pour nous-mêmes que le mensonge, il peut seulement être la façon dont, au fond, nous sommes trahis par quelque chose. Nous pouvons être trahis par un tremblement de la voix, par une forme de regard, par la résonance d'un mot, qui tout à coup peut témoigner de l'envers de ce que nous disons. C'est-à-dire que tout à coup, au fond, quelque chose vient renverser finalement les choses, et vient faire apparaître que finalement la vérité en tant que telle ne servait qu'à masquer quelque chose qui était notre ordre. Bon, voilà, je n'ai pas longtemps... si j'enlève mon pull, la caméra me voit aussi, là, donc... ça fait rien, ça fait rien. Non, ça fait rien. Et donc... tu peux faire des coupures après tout ça, non? Et donc... j'arrêterai là. Hein, donc, alors... J'arrête sur Augustin, mais on a par exemple chez Thomas d'Aquin, alors je ne peux pas ne pas parler de Thomas d'Aquin... alors que je suis chez les Dominicains. Hein, Thomas, il a une perspective un peu différente, mais des choses quand même assez proches finalement. Hein. Il tient aussi, Thomas, que le mensonge est un mal, qu'il est condamnable, et donc il y a bien le commandement mosaïque, tu ne mentiras pas, mais au fond, chez Thomas, il y a toute il y a toute cette idée fondamentale, finalement, que... qu'il y a des circonstances, c'est-à-dire qu'il y a l'expérience du concret, hein, il y a l'expérience de la réalité en tant que telle, hein, et que donc le principe lui-même doit faire l'épreuve de la réalité. Hein, ça ne veut pas dire que le principe ne doit pas être tenu, hein, mais que le principe doit être tenu tout en faisant l'épreuve de quelque chose, finalement, qui est le fait qu'en réalité, en effet, hein,
eh bien, il y a des circonstances où le mensonge peut être un mal nécessaire, un mal justifié même, parce qu'il empêche un mal encore plus grand. C'est le cas pour Thomas de toute une série de préceptes moraux, mais par exemple, Thomas dit à un moment donné, mais au fond, il y a le précepte qui consiste à dire qu'au fond, il ne faut pas voler. Mais si vous trouvez une situation d'urgence dans laquelle vous devez sauver quelqu'un, eh bien, vous avez le droit de voler une pomme dans le verger. Hein, vous avez le droit. C'est-à-dire que d'une certaine façon, c'est un mal mineur. Vous n'avez pas le droit de voler. Mais en réalité, si vous volez une pomme dans un verger pour sauver la vie de quelqu'un ou parce qu'il y a une situation d'urgence, en réalité, alors, il y a quelque chose qui l'a... qu'est-ce qu'il faut dire? C'est une sorte de péché véniel. Quoi. Donc, voilà, donc péché... Voilà, le mensonge peut être un péché véniel. Quoi. Donc, c'est déjà un peu pardonné, quoi, c'est moins grave. Voilà. Donc, vous voyez que ça fait longtemps qu'on s'occupe de cette question dans la tradition théologique et philosophique. Bon. Alors, bon, je vais encore peut-être dire quelques mots de plus là-dessus avant d'en venir à d'autres éléments. C'est une question qui a aussi beaucoup occupé évidemment la philosophie. Alors, on était chez Augustin, chez Thomas, c'est de la théologie, mais c'est aussi largement de la philosophie. Hein, bon, mais chez les philosophes, dans le champ de la philosophie, cette question, elle a été évidemment largement discutée en philosophie morale, je dirais. Bon. Alors, je peux évoquer seulement un moment, qui est un moment, parce que je pense que ce moment-là, d'une certaine manière, il dresse un petit peu le tableau d'ensemble. C'est qu'il y a eu une discussion à la fin du XVIIIe siècle entre Kant et Benjamin Constant à propos de la question de savoir s'il y a une sorte de droit de mentir. Est-ce qu'au fond, moralement, le mensonge peut être autorisé en tant que tel? Donc il y a une dispute entre ces deux philosophes, qui est une dispute qui, en réalité, n'a pas lieu en direct, ils ne se sont pas rencontrés pour discuter, mais qui est une dispute qui a eu lieu par... c'est une sorte de controverse qui a eu lieu par texte ou par ouvrage interposé. Bon. Alors, je vous signale aussi, si vous cherchez, j'ai encore oublié d'amener ça, mais si vous cherchez, ça a été aussi édité, réédité, disons, il y a des éditions de Mille et une nuits, ont réuni les textes de Kant et de Constant dans un seul petit volume, hein, il y a maintenant une dizaine d'années, qui s'appelle Le droit de mentir. Le droit de mentir, et puis le sous-titre, c'est Emmanuel Kant, Benjamin Constant. Et donc, comment part la polémique? J'en dis quelques mots avant d'aller plus loin, mais la polémique, elle part de manière suivante. Elle part d'un ouvrage de 1797, donc vraiment la fin du XVIIIe siècle, de Constant, un ouvrage qui s'appelle Des réactions politiques, et dans ce texte, Constant fait allusion, il fait allusion à un philosophe allemand qui nomme pas, qui cite pas, mais vous voyez qu'à ce moment-là, quand on cite un philosophe allemand, il n'y a pas 36 000 qui aient l'emmergue de Kant, et donc Kant va tout de suite se reconnaître en lisant l'ouvrage de Constant, en disant mais c'est de moi qui parle. Bon. Et donc dans ce texte, Constant dit au fond que ce philosophe allemand, donc Kant en l'occurrence, soutient que l'interdit de mentir ne connaît aucune exception. C'est-à-dire au fond que c'est un interdit qui est une sorte d'impératif, qui, au fond, qui ne permet pas qu'on puisse déroger à cette règle. Et Constant ajoute même que ce philosophe allemand, toujours lui, va jusqu'à prétendre qu'envers des assassins qui vous demanderaient si votre ami qu'ils poursuivent n'est pas réfugié dans votre maison,
eh bien, au fond, même là, mentir serait un crime. Même là, au fond, il ne faut pas mentir. Et que donc, ne pas mentir, voilà l'interprétation constante de Kant, hein, ne pas mentir est un impératif catégorique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire dépendre cette loi, cette règle, ce commandement qui consiste à ne pas mentir, des circonstances, mais on ne peut pas non plus le faire dépendre, par exemple, de nos sentiments, parce qu'après tout, sinon, alors, selon si on aime bien quelqu'un, si on n'aime pas, si on trouve qu'il est sympathique, pas sympathique, on agira différemment, mais il faut seulement avoir le souci d'obéir, finalement, à la loi fondamentale, à la règle fondamentale en tant que telle. Et donc, ça signifie que, pour Kant, la loi doit avoir un caractère qui est un caractère universalisable, c'est-à-dire qu'il faut toujours penser qu'elle puisse servir toujours dans toutes les circonstances en tant que telle, et donc que le mensonge, évidemment, ne peut pas devenir, de ce point de vue, une loi morale. Alors, bon, ça signifie que pour Kant, on peut avoir d'autres options. Hein. On peut avoir l'option, par exemple, de se taire. On peut dire, au fond, qu'on sait la vérité, mais qu'on ne la dira pas. On peut ne pas toute la dire, hein, mais on ne peut pas mentir en tant que tel. Et mentir en tant que tel, il y a une espèce de prima d'aloi qui, au fond, fait la tradition de ce qu'on appelle la tradition déontologique, c'est-à-dire la tradition qui veut, au fond, que ce qui prime d'abord, ce soit la loi, avant même de savoir quels vont être le but, les circonstances, la destinée en tant que telle. C'est par exemple cette thèse kantienne, hein, enfin, cette thèse qui fonde, la façon dont elle est reprise, hein, qui fonde l'idée, pour prendre des éléments de débat contemporain, enfin de débat de notre époque, qui fonde l'idée contre l'utilitarisme, finalement, que, par exemple, le clonage reproductif doit être interdit. Il doit être interdit non pas, au fond, en tenant compte de savoir s'il y a des circonstances, comment on pourra aménager, parce qu'au fond, il y a une sorte d'interdit fondamental qui fait que ça, on ne doit pas. Et que même si on peut, alors on ne doit pas. Bon, Constant, lui, il a une autre argumentation. Je ne développe pas toute l'argumentation de Constant, mais disons que l'argumentation de Constant, elle consiste en ceci. Elle consiste dans le fait qu'il y a cette idée centrale chez lui de faire corréler le droit et le devoir. Et au fond, l'idée centrale chez Constant, c'est que, enfin, une idée, disons, constitutive, c'est qu'il n'y a pas de droit sans devoir. Et donc, là où il n'y a pas de droit à la vérité, alors il n'y a pas de devoir de vérité. C'est-à-dire, au fond, l'idée centrale de Constant, c'est qu'on ne doit la vérité qu'à celui qui a droit à la vérité. À celui-là, on lui doit. C'est un devoir. Hein. Mais celui qui n'a pas droit à la vérité, on ne lui doit pas. Donc, vous voyez, l'articulation centrale chez Constant, c'est de savoir si l'autre a droit à la vérité. Alors, est-ce qu'il y a droit, est-ce qu'il n'y a pas droit, et cette question, comment elle se règle notamment par le fait de savoir si l'autre veut ou pas mon bien, c'est-à-dire s'oppose ou pas au bien ou à celui de mon prochain. S'il veut la vérité pour le mal du prochain, pour lui faire du mal, au fond, il n'a pas droit à la vérité. Et donc, il n'y a pas de devoir de vérité envers celui qui n'y a pas droit. Et donc, on a quelque chose, vous voyez, ici, dont on voit évidemment le décalage. On a quelque chose dont la tradition appellera plutôt téléologique, hein, dans le sens, au fond, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce que ça vise, qu'est-ce qu'on veut, à quoi ça va servir, la vérité. Et donc, quel est le but de l'autre. Et donc, la vérité n'est pas ici en soi, mais elle est toujours dans un ensemble, un dispositif global, etc. Bon. Et donc, évidemment, chez Constant, il y a tout à fait cette idée que, au fond, s'il s'agit de sauver quelqu'un d'un oppresseur, hein, par exemple, dans la période de l'occupation, un juif qui est réfugié, qui est caché, etc., alors, à celui qui viendrait demander quelque chose, celui-là n'a pas droit à la vérité, puisqu'au fond, son pouvoir est tout à fait arbitraire, tout à fait abusif en tant que tel, et donc, alors il n'y a pas de devoir de vérité envers celui-là.
Voilà. Donc, vous voyez, il y a une espèce on pourrait le mettre en relation, je pense ici avec une phrase de l'Évangile. Il y a une phrase de l'Évangile qui dit que, au fond, il faut, je ne sais pas comment on dit, c'est exactement ça, c'est qu'il faut aimer, enfin que le prochain, la loi est faite pour le prochain et non pour l'homme est fait pour la loi et non la loi pour l'homme. Hein. C'est-à-dire que du coup, la loi est faite pour l'humain en tant que tel, bon, et pas le contraire. Bon. Voilà. Et en même temps, vous voyez le problème chez Constant. Le problème chez Constant, quand même, c'est que ça pose tout le problème de l'interprétation. C'est-à-dire que quelle est l'instance extérieure à soi-même qui décide de ce qu'il faut faire. Bon. Donc c'est pas simple. Bon, j'ai fait maintenant la partie qui m'était demandée. Vous voyez que j'ai fait ma dissertation de philosophie de mes jeunes années. Et donc je vais laisser tout ça de côté maintenant, qui est important pourtant, hein, pour vous dire quelques mots de ce qui se joue dans le champ de la psychanalyse. Il n'est pas dit d'ailleurs que ça ne puisse pas nous aider à penser des questions morales, hein, en particulier celles qui occupent donc la philosophie et la théologie. Parce qu'au fond, dans toute cette tradition que je viens d'évoquer morale, on a quand même l'idée, qui est l'idée fondamentale ici quand même, on a l'idée d'une sorte de conscience du mensonge et de la vérité. C'est-à-dire qu'on a l'idée qu'au fond, on a toujours conscience. Conscience, finalement, de ce qui est vérité, de ce qui est mensonge, et on a la volonté de tromper. Au fond, s'il n'y a pas ça, hein, s'il n'y a pas la conscience de la vérité et du mensonge, s'il n'y a pas la volonté de tromper, tout, au fond, ce qui est ici, d'une certaine manière, se modifie. Donc on suppose toujours dans cette tradition qu'on sait quand on ment. Et qu'on sait quand on dit la vérité. Vous voyez, il y a cette idée attachée à cette tradition, finalement, d'une conscience et d'un savoir, finalement, du mensonge et de la vérité en tant que tel. Et au fond, c'est cette évidence que, d'une certaine façon, la psychanalyse a fait basculer. C'est ça qui s'est modifié. C'est-à-dire que l'expérience de la psychanalyse a mis en lumière quand même ceci. Ça ne veut pas dire que tout ça soit balayé, hein, ça existe. Hein, mais a mis en lumière ceci que la vérité et le mensonge opèrent aussi sur une autre scène. C'est-à-dire qu'il y a une autre scène où il est aussi question du mensonge et de la vérité. Et sur cette scène-là, qui justement est soustraite de la conscience, sur cette scène-là, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué de les séparer. Si on veut s'intéresser, on n'est pas obligé, hein, mais si on veut s'intéresser à ce qui se joue sur cette scène de l'inconscient, alors il faut accepter de faire quelque chose qui, peut-être pour nous, n'est pas simple. Mais il faut accepter de un peu se débarrasser d'un jugement moral a priori. C'est-à-dire qu'il faut d'abord faire ce travail un peu compliqué, de ne pas tout de suite penser que la vérité c'est bien et le mensonge c'est mal. Il faut faire quelque chose qui consiste finalement à une espèce d'ascèse, on pourrait dire, d'ascèse qui finalement fait qu'au fond, on suspend un petit peu nos opinions ou notre jugement moral en tant que tel. Alors, je vais noter de ce point de vue, ce ne sera pas d'ailleurs seulement sur la psychanalyse, sur d'autres éléments, noter donc trois éléments. J'ai pas, tu m'arrêtes quand il faut que je m'arrête, hein, tu me dis si je parle trop. Hein. Ça va ? Donc, trois éléments que je vais un peu développer maintenant, et puis on discutera. Premier élément, il y a un élément que d'ailleurs le moraliste n'ignore pas, et qui est le suivant, qui est que, au fond, le mensonge n'a de consistance, en réalité, que dans son rapport à la vérité. C'est-à-dire que, au fond, le mensonge n'est mensonge que s'il entretient un lien étroit avec la vérité. Le mensonge n'existe pas sans la vérité. Donc, au fond,
d'une certaine façon, il y a quelque chose qui est constitutif du lien, de ce lien fondamental entre le mensonge et la vérité, c'est que le mensonge se nourrit de son rapport à la vérité. Et cela de deux façons. D'abord, on s'associe que il n'y a de mensonge que si on lui accorde du crédit. C'est-à-dire que le propre du mensonge, il n'y a pas de mensonge si quelqu'un ne croit pas. C'est-à-dire qu'au fond, que ce qui constitue le mensonge en tant que tel, c'est que ça suppose toujours que l'autre pense que c'est vrai. Le mensonge qui serait dévoilé comme mensonge en tant que tel disparaît de fait. C'est-à-dire que ce qui constitue le mensonge en tant que tel, c'est qu'il a tous les traits de la vérité. C'est quand même d'ailleurs ce qui fait, je dis, pour ceux qui s'intéressent à la psychanalyse, c'est ce qui fait d'ailleurs sans doute la différence entre le mensonge et le délire. La différence entre le mensonge et le délire, c'est que dans le mensonge, vous savez que c'est faux, mais l'autre croit que c'est vrai. Dans le délire, c'est vous qui croyez que c'est vrai et l'autre sait que c'est faux. Donc c'est ça évidemment la différence fondamentale. Je dirais. Bon, sauf si c'est du délire collectif, mais ça c'est quand même autre chose. Donc dans le mensonge, il y a forcément ce qui fait que le faux prend l'apparence du vrai. Donc il ne faut pas du tout que vous ayez l'idée que le mensonge il est débuscable tout de suite comme ça, qu'il est visible, qu'il saute aux yeux. Que ce qui constitue le mensonge, c'est que précisément, c'est ce qui a constamment l'apparence fondamentale de la vérité. C'est ce que vous croyez comme vrai constamment. Donc c'est déjà intriqué dans ce sens-là. C'est pas du tout l'idée selon laquelle il y a quelque chose qui serait, vous voyez, au fond, il serait dévoilé a priori. C'est pas dévoilé a priori, c'est-à-dire que le propre de ce qu'il fait le mensonge, c'est que c'est ce qui constamment prend les atours de la vérité. Donc c'est vrai. C'est d'une certaine manière le vrai. C'est en tout cas ce qui est tenu pour la vérité par l'autre. Bon. Ce qui fait d'ailleurs que, je dis en passant, c'est que le mensonge c'est très intelligent en réalité. En fait, ça veut dire qu'il faut être très intelligent pour mentir. Il faut être peut-être beaucoup plus intelligent pour dire la vérité, parce que au fond, et que les êtres qui manient le mensonge, vous voyez, au fond, sont souvent des êtres qui sont doués d'une grande intelligence. D'abord parce qu'il faut avoir une bonne mémoire, parce que c'est vrai que quand vous commencez à mentir, vous avez intérêt à vous rappeler. Hein, bon. Donc ça veut dire que si vous mélangez les pédales, après, etc., vous êtes foutu. Hein, donc, et puis il faut un bon sens logique. Il faut construire des choses. Il faut construire finalement une histoire, il faut construire des ramifications, il faut que les choses s'enclenchent, je dirais. Donc sinon ça marche pas. Et puis il faut que, au fond, d'une certaine manière, il faut que vous fassiez aussi semblant d'y croire, vous-même. C'est-à-dire que celui qui produit quelque chose de l'ordre du mensonge, c'est un acteur formidable. C'est-à-dire c'est si quelqu'un qui a une capacité incroyable finalement à jouer des personnages. Il faut être très admiratif pour ceux qui sont capables de faire ça. C'est des gens quand même surprenants. Bon. Voilà. Donc comment? Un peu lié avec la manipulation. Ça peut être de la manipulation, mais pas forcément. Hein, ça peut être aussi. C'est pas forcément l'idée. D'ailleurs, le mensonge, c'est pas forcément l'idée de manipuler l'autre sans en jouer. Hein. C'est aussi quelquefois la façon de fabriquer quelque chose dans lequel, en réalité, ce qu'on construit soi-même est plus vrai que la vérité. Hein, c'est-à-dire, au fond, que du coup, c'est une façon de construire une vérité dont on veut qu'elle soit plus vraie que la vérité. Et donc, mais ça, évidemment, ça veut dire une grande gymnastique. Hein. Et puis, ça veut dire aussi que le mensonge comme construction d'une réalité plus vraie que la réalité, ça veut dire aussi que, d'une certaine manière, c'est une capacité de maîtrise de ce qui arrive. Hein, puis c'est vous qui en décidez. Hein, tandis que dans la vraie vie, hein, vous faites l'objet de ce qu'on appelle le hasard. C'est-à-dire des choses vous arrivent. Puis après, vous leur donnez un sens, vous les assumez, il y a des événements qui vous arrivent. Il faut dans le mensonge, il n'y a pas d'événements dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vous arrive. Ce qui au fond fonctionne dans le mensonge, c'est une parade formidable finalement à tout ce qui peut vous arriver
qui viendrait finalement fonctionner comme un événement hasardeux et qui viendrait vous mettre en difficulté, ou au contraire qui viendrait vous faire rencontrer telle ou telle chose nouvelle. Hein. Oui, il y a ça. Donc il y a quelque chose qui, dans ce sens-là, constitue finalement une forme, finalement, en effet, de réalité, alors inventée, hein, mais inventée au sens où elle se substitue à la réalité en tant que telle. Elle est tenue pour vraie en tant que telle. Alors, mais ça signifie encore que, vous voyez, ça signifie encore que on est dans l'idée que celui qui, au fond, que la dimension du mensonge est une dimension dans laquelle, en réalité, celui qui est, enfin, que le menteur, pour dire comme ça, sait qu'il ment. Mais il y a quelque chose qui, au fond, peut-être qu'il faut affronter aussi, qui est le second élément, enfin, toujours dans ce premier point, mais le second élément qu'il faut noter, c'est que, c'est un point auquel le philosophe Derrida nous a rendu attentifs, c'est qu'il arrive aussi qu'on se mente à seulement. Et donc il y a aussi ça qui est en jeu, c'est-à-dire, est-ce qu'au fond, il faut intégrer dans la réflexion sur ce qu'est le mensonge, non pas seulement le fait qu'on mente à l'autre, au sens où il y a une volonté de le tromper, hein, pour quelque raison que ce soit, hein, mais qui est quelque chose dans lequel, en réalité, le mensonge soit en réalité le fait qu'on se mente à soi-même. Bon, voilà. Alors, c'est-à-dire qu'on finit soi-même par croire à ce qui est... Alors, pas seulement dans le fait, finalement, qu'on croit sa propre histoire, vous voyez, comme on dit, qu'on croit quelque chose qu'on a brodé, hein, et puis finalement, on est pris soi-même comme l'affabulateur, hein, qui est pris lui-même par sa propre histoire, pas du tout comme ça, hein, mais par le fait qu'en réalité, on se prend pour un autre que soi-même. C'est-à-dire qu'on se trompe sur ce qu'on est soi-même. Et donc on se ment à soi-même de cette manière-là. On joue constamment soi-même son propre personnage. Alors je vous cite cet auteur pour lequel j'ai la plus grande admiration, qui a beaucoup travaillé cette question, c'est le philosophe danois Søren Kierkegaard. C'est que Kierkegaard a écrit toute une série de son œuvre, toute une partie de son œuvre, en le signant de pseudonymes. Pseudo, c'est faux, le mensonge, notamment. Et l'idée centrale de Kierkegaard, c'est de mettre en scène des personnages qu'il invente, des faux, en tant que tels, qu'il met sur la scène. Et au fond, avec cette idée que lui, au moment où il fait ça, il sait que le personnage qu'il met en scène est un faux, est une construction en tant que telle. Mais derrière, il y a cette idée centrale que d'une certaine façon, le vrai problème, la vraie question qui se pose en tant que telle, je dirais, c'est que nous-mêmes, finalement, nous ne savons pas que nous sommes des personnages. Que nous-mêmes, nous ignorons, parce que nous la prenons pour la vérité, finalement, que nous nous mentons à nous-mêmes. C'est ça, au fond. Et que d'une certaine manière, le travail de Kierkegaard consiste à dévoiler le mensonge comme mensonge pour donner une chance à la vérité, en fait. Pour donner une chance à la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire de vivre vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire d'être vraiment quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, d'exister au lieu de jouer son existence. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, d'exister comme sujet singulier, au fond, au lieu de porter des masques, des simulacres, des vêtements divers et variés, etc. Bon. Et donc, oui, mais il y a constamment cette idée, finalement, que le mensonge, c'est en effet ce qu'on prend pour la vérité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dévoiler le mensonge là où il est le plus évident. Il faut dévoiler le mensonge là où, justement, il a constamment les traits les plus établis, de la vérité, c'est-à-dire que c'est ce qui nous paraît le plus certain, le plus vrai, le plus authentique, qui est peut-être le lieu de ce qui nous trompe. C'est ça que ça veut dire. Alors j'en viens donc à partir de là un second point, donc en effet à ce qui s'opère dans la psychanalyse, disons dans l'expérience de la psychanalyse. Bon, l'heure étant déjà avancée, je ne vais pas vous faire un long développement sur ce qu'est la psychanalyse, mais il faut quand même que je vous dise ceci.
c'est qu'au fond, la psychanalyse, parce qu'on est en plein de notre thème, la psychanalyse est une expérience de la vérité. C'est-à-dire qu'elle met en son centre la question de savoir ce que cela veut dire de parler en vérité, de dire quelque chose en vérité. Ou, pour le dire autrement, parce qu'on peut aussi le formuler comme ça, elle pose comme centrale la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire de laisser parler en nous quelque chose de la vérité. Quelque chose dont il cherche à se dire. Et en fond, il y a cette idée, évidemment, centrale, constitutive dans la psychanalyse, que la vérité cherche un chemin pour se dire. Qu'elle tente toujours de se dire. Qu'elle cherche le trajet par lequel elle pourra s'exprimer. Alors, pour exprimer cela, au fond, le psychanalyste Jacques Lacan a une formule, qu'on trouve dans les écrits, d'ailleurs dont la tonalité joannique, que j'évoquais Jean, vous échappera pas. Il reprend à un moment donné dans un texte des écrits le style d'Erasme à propos de la folie. Vous voyez, au fond, quand Erasme, dans son éloge de la folie, donne à la folie la parole, c'est-à-dire la personnifie d'une certaine manière, hein, et elle parle à la première personne du singulier et elle se met à parler. Au fond, Lacan donne la parole à la vérité, qui dit alors moi la vérité je parle. Au fond, on a là quelque chose qui est une façon de résumer ou de reprendre ce qui se joue de manière centrale. C'est-à-dire, au fond, moi, la vérité, je parle, ça veut dire finalement plusieurs choses. Ça veut dire en effet d'abord, bien entendu, que lorsque la vérité parle, c'est pour une fois je qui parle. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on parle à ma place, au lieu que je sois seulement l'objet de discours, que je sois agi par telle ou telle chose, lorsque la vérité parle, en effet, pour une fois, alors c'est moi qui parle, c'est je. C'est quelqu'un qui, en effet, prend la parole. Mais ça veut dire aussi, pour Lacan aussi, que la vérité, on a beau la travestir, on a beau la masquer, on a beau la refouler, on a beau mettre tout ce qu'on veut dessus pour pas l'entendre, pour pas la voir, pour pas l'aborder, pour la laisser le plus loin possible en tant que telle, elle parle toujours. Envers et contre tout, elle parle. Et vous voyez cette idée que, au fond, la vérité ne peut pas ne pas parler. Elle prend toujours la parole. Elle prend toujours la parole et elle trouve toujours des voies et des moyens pour prendre la parole. C'est ça qu'on appelle le retour du refoulement, hein, c'est-à-dire que la vérité se dit toujours d'une façon ou d'une autre. Voilà. Bon, et elle se dit notamment par quelque chose, qui évidemment alors et de ce qui est notre sujet de ce soir, je dirais, elle se dit notamment par le mensonge. C'est-à-dire d'une certaine façon, il faut dire ici, vous voyez, il y a un moment donné il y a un texte de Freud où Freud cite Shakespeare qui dit que Shakespeare dit au fond qu'on attrape la carte de la vérité par l'appât du mensonge. C'est-à-dire que le mensonge sert à attraper quelque chose de la vérité. Et au fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'une certaine façon que dans le mensonge lui-même, en réalité, sous son envers, on peut dire, sous son contraire, dans le mensonge se dit, et peut-être se dit justement là, se dit mieux que dans la vérité, se dit quelque chose qui s'appelle la vérité. Et qu'au fond, le mensonge n'est pas du tout le contraire de la vérité de ce point de vue-là, mais que le mensonge, c'est l'expression même d'une vérité. C'est la façon dont la vérité se dit en tant que telle, et dont elle peut s'exprimer. Il y a dans le Sentier juif, on a fait un film comique, alors que là, dans le Sentier juif, il y a une expression qui dit « la vérité si je mens ». Bon, voilà. Donc c'est exactement ça, c'est-à-dire que d'une certaine façon, ça veut dire si je mens, alors en réalité je dis la vérité. Que dans ce mensonge-là,
se dit la vérité. Alors j'en viens pour terminer à un troisième et dernier point, c'est que bon, il y a un élément que Lacan ajoute et qui, je crois, est tout à fait important de ce point de vue-là, qui consiste à dire au fond que je vais expliquer ce qu'il veut dire. Il forge une façon d'exprimer. Il dit au fond que la vérité, on ne peut que la mi-dire. C'est-à-dire que, alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une formulation un peu surprenante. La vérité, on ne peut que la mi-dire. Et il dit à partir de là, je vais aussi l'expliquer parce qu'évidemment c'est un peu surprenant, peut-être même un peu choquant. Il dit au fond que la vérité a quelque chose, la vérité est toujours un peu menteuse en tant que telle. Elle est un peu menteuse, peut-être beaucoup plus que le mensonge en réalité, parce que la vérité vous promet de dire la vérité. Et peut-être même qu'elle peut vous promettre de dire toute la vérité. En dire rien que la vérité, toute la vérité. Or, dire toute la vérité ne le peut pas. Il faut une espèce d'impossibilité intrinsèque ou inhérente à la vérité, cette espèce d'impossibilité de dire toute la vérité, de la dire entièrement en tant que telle, de la totaliser. Une sorte d'impuissance de la vérité à se dire toute. Et ça, je crois que c'est un élément extrêmement important dont il faut bien mesurer les conséquences éthiques. Les conséquences éthiques sont les suivantes. C'est que, au fond, le fait que la vérité ne puisse pas dire toute la vérité, pas au sens seulement de dire tout au sens de l'épuiser, mais de dire toute la vérité au sens d'en dire le dernier mot, d'en dire l'ultime, de dire au fond qu'après ça, il n'y aura plus rien à dire. Comme une espèce de sanction sans appel. Dire au fond qu'on ne peut pas dire toute la vérité, ça garantit du point de vue éthique alors. Ça garantit alors ceci que, en réalité, il sera toujours impossible de dire le dernier mot sur l'autre. C'est-à-dire, il sera toujours impossible de dire la vérité exacte sur l'autre, donc de dire en réalité qui il est. De dire sa vérité au sens de dire, de désigner l'autre, comme soi-même, désigner l'autre avec le mot juste, le mot adéquat qui dévoilerait la vérité de son être, qui dirait ce qu'il est et qui il est. Au fond, il y a une espèce d'interdit fondamental ici, finalement, qui fait que, au fond, en dernière instance, je ne me confonds pas, je ne peux pas me confondre finalement avec ce que je sais de moi ou avec ce que je vois de moi. Voilà. C'est-à-dire ce que je sais de moi ou ce que les autres savent de moi disent quelque chose de ma vérité, mais ne peuvent pas dire, ne peuvent pas prétendre dire toute la vérité au sens de l'ultime, au sens de ce qui serait dit de manière définitive. Et donc il y a quelque chose finalement qui maintient au fond que l'être échappe. Il y a une façon d'échapper au savoir de l'autre, d'échapper au jugement ultime de l'autre finalement en tant que tel, je dirais, qui est l'enjeu. Je pense qu'on pourrait mettre ça en relation avec cette expérience que fait l'enfant. Vous voyez, l'enfant, le petit enfant au départ pense que ses parents savent tout de lui. Au fond, il a cette idée centrale, le tout petit enfant, que rien n'échappe à ses parents. C'est d'ailleurs ce que vit l'enfant, dans le bébé dans son lit. Le bébé, c'est le corps exposé. Vous voyez, vous pouvez toujours vous soustraire au regard de l'autre. Mais le petit enfant ne peut jamais se soustraire au regard de l'autre. Il est toujours sous le regard. Alors on peut le soustraire, mais lui, c'est le corps exposé par excellence. Et donc, il a cette idée, d'abord, au fond, que Freud, d'ailleurs, a attribué aux espèces de sentiments presque primitifs, presque magiques, finalement, que l'autre sait même mes pensées. Que même, au fond, ce que je pense, mes parents peuvent le savoir. Bon. Ce qui fait que, quelquefois, les parents disent
il disait dans le temps aux enfants, quand il disait mais comment tu le sais, mon petit doigt me l'a dit. Donc, voilà, ça c'est formidable, c'est terrible même peut-être, je sais pas. Donc rien ne peut leur échapper. Mais bon. Et puis il y a cette construction donnée, la découverte du mensonge chez l'enfant. Alors c'est bien sûr la découverte de la faillibilité de l'autre. C'est que les parents mentent, ils cachent des choses, ils disent pas tout, et puis on s'en aperçoit. Et donc il y a quelque chose qui fait tomber, chuter, en tant que tel, l'instance parentale, la puissance parentale, mais c'est aussi ce jeu qui permet de faire l'expérience que l'autre ne sait pas. Et le mensonge, le jeu du mensonge en tant que tel, c'est ce qui permet, au fond, de cacher quelque chose, et qui fait que quand je cache quelque chose à l'autre et que je suis un enfant, je peux le tromper, tout à coup alors, ça a comme effet que, constructif et structurant, on peut dire, ça a comme effet que, au fond, alors je construis un intime. C'est-à-dire, je construis quelque chose qui est un territoire particulier, secret, en tant que tel, quelque chose finalement auquel l'autre n'a pas accès, puisqu'au fond, il ne sait pas tout. Donc c'est l'expérience faite finalement que l'autre n'est pas omniscient, qu'il ne sait pas tout en tant que tel. Et ça c'est très structurant pour construire quelque chose finalement de son être même en tant que tel. Alors je conclus. J'ai déjà trop parlé. On a donc ici donc toute une dialectique en effet de complexe du mensonge et de la vérité. Vous voyez, donc j'ai essayé de vous montrer, sur un moment on va discuter de tout ça, mais j'ai essayé de vous montrer au fond que c'était une chose qui était beaucoup plus intriquée, beaucoup plus complexe en tant que telle. Mais quand même il faut se demander s'il existe quelque chose qui serait sans partage. C'est-à-dire, est-ce qu'il existe quelque chose qui ferait que, avant même de se demander si c'est vrai ou si c'est faux, l'expérience qu'on fait tous, est-ce que l'autre me dit la vérité? Est-ce qu'il me ment? Vous voyez, je l'interroge. Avant même de me poser la question de la vérité et du mensonge, il y aurait quelque chose qui constituerait une sorte de fiabilité première, sans partage, on pourrait dire, dans la parole de l'autre. Il y a cette phrase de l'Évangile qui dit que, où je crois le Christ dit dans un texte d'Évangile, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Vous voyez, au fond, est-ce qu'il existe un oui qui ne soit pas couplé avec un non? Un oui qui soit oui. Et vous voyez que pour qu'un oui soit oui, il faut aussi qu'il y ait un non qui soit non. Celui qui ne connaît pas le non ne connaît pas le oui. Bon. Mais au fond, celui qui connaît le non, il y a un oui, au fond, qui n'est pas... Est-ce qu'il existe un oui qui n'est pas entremêlé par du non, qui n'est pas lié du non en tant que tel? Voilà. Et il y a un texte de Paul qui dit que le Christ ne connaissait que le oui. C'est incroyable, c'est quasi nietzschéen. Il ne connaissait que le oui. C'est-à-dire, au fond, qu'il n'était pas partagé entre le oui et le non, ou que son oui ne contient pas de non. Donc c'est ça la question. Enfin, la question que je voudrais vous laisser comme conclusion, au fond, c'est-à-dire que tout ça, est-ce qu'il y a un oui qui ne connaît pas le non, c'est-à-dire son envers, parce qu'il est avant. Logiquement, il est avant toute opposition du oui et du non. Après, il y a tout ça. Il y a un texte, je ne vais pas l'évoquer maintenant, parce que l'heure est trop tardive, mais il y a un texte de Derrida dans lequel Derrida pose cette question. Et dans ce texte, Derrida dit ceci, que je trouve extrêmement intéressant. Il dit au fond que lorsque la parole s'adresse à nous, premièrement, quand de la parole s'adresse à nous, il y a ce qui fait que cette parole se lie à nous. Et que nous avons assez de confiance pour nous lier à cette parole. Et nous lier non pas à ce qu'elle dit, mais nous lier au fait même qu'elle s'adresse à nous. Et donc, et je dis ça parce que quand le mensonge a porté sur cela, quand le mensonge a porté non pas sur des choses tel ou tel élément de notre vie, mais quand le mensonge a porté de manière beaucoup plus archaïque
sur la fiabilité première du langage à notre égard, sur la façon dont la parole s'est liée, a été pour nous ce qui nous a soutenus. Nous avons cru de ce côté-là. Il y a une blessure qui est une blessure beaucoup plus profonde. Beaucoup plus profonde parce qu'alors, c'est l'expérience que peut faire un certain nombre de personnes, alors on ne peut se fier à rien. On ne peut se fier à rien. Alors, on ne peut jamais faire confiance à rien. Mais quand on ne peut jamais faire confiance à rien, c'est-à-dire qu'on est dans l'idée que l'autre, de toute façon, va nous mentir. De toute façon, va nous tromper. De toute façon, au fond, ça ne tiendra pas. Quand il y a quelque chose qui est là, c'est quelque chose qui vient toucher un point beaucoup plus, je sais pas s'il faut dire, originel, beaucoup plus, on peut dire, archaïque en tant que tel, je dirais, qui est une sorte de trahison, on pourrait dire, de ce pacte premier. Et ça, c'est un drame. Parce que nous, au fond, que lorsque nous sommes trahis, c'est-à-dire quand quelqu'un nous a menti, et nous trahit dans la parole, au fond, vous voyez, cette souffrance-là nous renvoie à quelque chose qui est le fait que cela ne remet pas en cause, en réalité, qu'il y a quelque chose comme une espèce de confiance inaugurale qui est constitutive de ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est ici originaire, qui est tout à fait central, qui est une confiance donc, dans la parole qui permet toujours à quelqu'un de dire, au fond, dire je te crois. Vous voyez, la capacité pour quelqu'un de dire je te crois ou je crois, renvoie à quelque chose qui est antécédent, logiquement, antécédent à toute opposition du oui et du non, à tout mixte ou à tout mélange du oui et du non. C'est-à-dire, on renvoie à quelque chose qui, au fond, fait que le oui est un oui sans partage. Voilà. Et je crois qu'il y a quelque chose là qui se joue, qui est évidemment un élément important.